Dans le vacarme métallique d'un vaste hangar aéronautique, les moteurs ronflent, les outils claquent contre les coques et les voix masculines dominent l'espace. L'atelier Belmont, réputé dans toute l'Europe, est un lieu de prestige, mais aussi d'élitisme. Tout y est codifié, les uniformes, les titres, les silences. Ici, un diplôme vaut plus qu'une intuition, et une erreur coûte une carrière. Parmi les techniciens en combinaison, Camille Morel, 29 ans, avance sans bruit. Cheveux attachés à la va-vite, mains souvent noircies de graisse, elle effectue les vérifications de routine sur les appareils secondaires. Rien de stimulant, rien qui ne la distingue. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que Camille écoute. Elle observe, elle comprend. Chaque jour, elle assiste au débat des ingénieurs titulaires, aux conflits d'ego autour de plans trop complexes, aux décisions techniques prises par orgueil plus que par bon sens. Elle n'intervient jamais. Ce n'est pas sa place. Pas officiellement. Son père, Marc Morel, ancien mécanicien de génie décédé 3 ans plus tôt, avait travaillé dans ce même hangar avant d'être évincé pour avoir trop questionné un projet classé confidentiel. Depuis, Camille a hérité de son regard affûté et de sa marginalité. Encore en train de nettoyer les filtres à carburant, lance un ingénieur en cravate en passant. T'as pas postulé au concours interne? Ah non, c'est vrai. Faut un master, pas juste un papa bricoleur. Chaque jour, on lui rappelle qu'elle n'a ni le CV, ni les diplômes, et qu'elle est là par piston. Ce qu'ils ignorent, c'est que Camille n'a jamais cherché à briller. Elle attend, elle apprend, elle observe leurs erreurs, et elle tient un carnet, dissimulé sous sa paillasse, où elle corrige mentalement les plans des autres. Mais ce matin-là, l'atmosphère est différente. Une rumeur traverse les couloirs. Des regards inquiets, des discussions à voix basse. Le PDG descend à l'atelier. Belmont? Ici? Pourquoi? C'est pour ce vieux moteur dans le hangar 3. Ils disent que même les experts de l'ENA n'arrivent pas à le faire tourner. Un moteur. Ancien. Irrésolu. Presque oublié. Camille sursaute. Elle a entendu parler de ce moteur. Une pièce étrange, venue d'un projet militaire abandonné. Son père en parlait souvent, sans jamais pouvoir expliquer pourquoi ça le hantait. Elle s'approche discrètement du hangar 3. Un groupe d'ingénieurs en chemise se tient déjà là, raide, nerveux. Puis, un silence. Les talons nets d'un costume. Un homme en costume bleu nuit entre dans l'atelier, accompagné d'un assistant. Adrien Belmont, le PDG. Froid, élégant, redouté. Il ne descend jamais dans les ateliers. Il est le genre d'homme qu'on aperçoit à la télévision. Jamais dans les allées graisseuses de l'atelier. Il s'arrête devant le moteur, l'observe longuement, se tourne lentement vers les techniciens rassemblés. 8 mois, 8 ingénieurs. Aucune solution. Il balaie la pièce du regard, s'arrête un instant sur Camille. Peut-être que le problème n'est pas technique, mais humain. Camille baisse les yeux, troublée. Pourquoi l'a-t-il fixée? La connaît-il? Était-il déjà venu quand elle était enfant, aux côtés de son père? Un malaise s'installe, un moteur qui défie la logique, un patron prêt à briser les règles. Et Camille sent, sans pouvoir l'expliquer, que ce moteur est lié à son histoire, qu'il cache quelque chose d'oublié ou de dissimulé. Ce jour-là, elle rentre chez elle avec un poids étrange dans la poitrine. Et ce qu'elle va découvrir cette nuit-là changera tout. Le lendemain matin, l'atelier est encore plus silencieux qu'à l'accoutumée. Même les machines semblent tourner plus lentement. Les regards fuient, les mots sont pesés. Quelque chose flotte dans l'air, une tension électrique. Personne n'en parle à voix haute, mais tout le monde sait que le moteur maudit va être ouvert à nouveau aujourd'hui. Camille, elle, ne dit rien. Mais au fond de son ventre, une boule s'est formée, comme une intuition ou une peur. Elle n'a pas dormi. Pas vraiment. Elle a rêvé de son père, de son visage fatigué penché sur des croquis, de ses silences pleins d'ombre, de ces soirs où il parlait d'un moteur différent, pas fait pour voler, mais pour changer le ciel. Ce n'est pas un moteur comme les autres, Camille. Il cache quelque chose. Ils l'ont conçu pour autre chose, mais ils ne veulent pas qu'on le sache. Ces mots, elle les avait oubliés. Jusqu'à aujourd'hui. 11 heures précises. Hangar 3. Une trentaine de techniciens, ingénieurs et chefs d'équipe sont rassemblés autour de l'ancien avion bleu acier dont le moteur trône ouvert, nu,
presque insultant. Trop complexe, trop silencieux, trop ancien pour rester incompris. Et pourtant, aucun des meilleurs n'a réussi à en percer le mystère. Puis, comme un écho venu d'un autre monde, les portes coulissantes s'ouvrent en grinçant. Il entre. Adrien Belmont. Costume bleu foncé, cravate ajustée, chaussures sans une trace de poussière. Son regard est une lame. Il ne sourit pas. Il n'en a pas besoin. Messieurs, commence-t-il d'une voix calme mais tranchante, ce moteur est censé propulser l'avenir. Pourtant, il reste figé dans le passé. Comme vous, il marque une pause. Son regard glisse sur les visages. Il observe les épaules qui se tendent, les mâchoires qui se crispent. Puis ses yeux s'arrêtent sur Camille, dans un coin, presque dissimulé derrière une turbine. « Vous » un murmure s'élève dans le hangar. « Vous êtes la fille de Marc Morel, n'est-ce pas ?»« Oui, répond-elle surprise. Il était obstiné, un bricoleur de génie. Il croyait à l'impossible. Comme vous, à ce qu'on dit. » Camille sent son cœur s'emballer. Tous les regards sont sur elle. Et Belmont s'avance de 2 pas, lentement, comme un fauve. « Alors voilà, si vous êtes si sûr de votre passion, montrez-nous ce que vous valez. » Un silence brutal suit sa provocation. Puis viennent les ricanements étouffés, les chuchotements blessants. Elle, sérieusement, elle va se casser les ongles. C'est un piège, il va l'écraser en public. Camille sent ses jambes trembler. Pas de peur, mais de rage contenue. C'est une humiliation, un test, une façon de l'exposer au feu des critiques, ou peut-être de l'inviter à révéler quelque chose. Mais pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Belmont continue. Le moteur est là, les outils sont là. Prenez le week-end. Faites ce que vous voulez. Prouvez-moi que vous avez hérité de son génie ou rentrez dans le rang avec les autres. Il tourne les talons sans attendre de réponse. L'atelier reste figé un instant, puis l'activité reprend. Mais rien ne sera plus pareil. Camille reste debout, les yeux fixés sur le moteur. Elle sent qu'au fond de cette machine se cache autre chose. Un message, un secret. Peut-être une vérité que même Belmont ignore. Cette nuit-là, Camille rentre chez elle, silencieuse, bouleversée. Elle ressort un vieux carton poussiéreux du fond de son placard. Un carton jamais ouvert depuis la mort de son père. À l'intérieur, des outils usés et un carnet. Un carnet aux pages raturées, rempli de croquis étranges. Sur la couverture, un mot écrit à la main. S'ils veulent t'empêcher de comprendre, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Monsieur M, son père savait, et il avait tout noté. La nuit est tombée, mais rien ne dort. Camille est rentrée chez elle sans dire un mot. Son studio est modeste, rempli d'outils, de manuels techniques, de croquis inachevés. Le seul luxe visible est une vieille photo encadrée sur l'étagère. Son père, Marc Morel, torse couvert de cambouis, un sourire timide, et elle, petite, sur ses épaules, riant aux éclats. Elle s'assied lentement à son bureau. La provocation du PDG résonne encore dans sa tête. « Montrez-nous ce que vous valez. » Elle aurait dû refuser. Elle n'a pas le droit de toucher ce moteur. Elle risque son poste, sa réputation. C'est un coup monté, un test voué à l'échec. Et pourtant, pourquoi lui a-t-il parlé de son père? Pourquoi maintenant? Et ce moteur, pourquoi exactement celui-là? Elle ouvre à nouveau le carton retrouvé la veille. Parmi les outils ternis par le temps, un vieux carnet attire son regard. Reliure usée, odeur d'huile et de poussière. Elle le prend avec précaution, comme un secret fragile. Et en l'ouvrant, son souffle se coupe. Une page, un croquis, une annotation griffonnée. Prototype numéro 7, moteur à compression inversée, cassé par défaut ou verrouillé intentionnellement. Base, atelier Belmont. Projet suspendu. Danger si mal compris. Solution codée dans la chambre secondaire. Code 14-M-R-12. Camille se fige. Atelier Belmont. Ce moteur, ce code. Son père le connaissait. Il avait travaillé dessus en secret. Une intuition fulgurante la traverse comme un éclair et s'impose. Ce moteur n'est pas en panne. Il est verrouillé. Quelqu'un, quelque part, ne veut pas qu'il fonctionne. Minuit. Retour à l'atelier. Sous un ciel noir et bas, Camille se faufile dans l'obscurité. Le badge magnétique d'un collègue distrait lui permet de passer la première porte. Le reste
Elle le connaît par cœur. Les couloirs désertés, les lumières rouges de sécurité, les échos métalliques des gouttes d'eau sur le sol. Tout semble étrange, presque vivant, comme si l'atelier lui-même retenait son souffle. Le hangar 3 est vide, mais le moteur est là, silencieux, imposant, comme un sphinx moderne, défiant quiconque oserait l'approcher. Elle referme lentement les battants derrière elle, s'approche, pose la main sur la carcasse froide. « Tu n'es pas cassé, hein? T'es juste en colère », murmure-t-elle avec un demi-sourire. Elle ouvre son carnet, feuillette les pages, compare les notes aux pièces mécaniques. Les annotations codées prennent soudain tout leur sens. 14MR12. C'est une combinaison de serrage inversé, un alignement volontairement caché dans le second compartiment du carter moteur. Personne ne l'aurait trouvé par hasard. Mais elle a les plans de son père. Les chiffres, l'angle exact. Avec précaution, elle retire les premières plaques, une à une. Puis elle glisse ses doigts sous un panneau latéral, envoie un coup sec et... clac. Un bruit sourd, comme un verrou qui saute. Un composant central pivote tout seul, et un voyant s'allume sur le tableau secondaire. Un vert pâle, presque timide. Le moteur n'était pas mort. Il était en attente. D'une clé. Et cette clé, c'était elle. Mais alors qu'elle reprend son souffle, une voix résonne derrière elle. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Camille se retourne brutalement. Un homme, un des anciens techniciens, Paul, celui qui avait été renvoyé sans explication 6 mois plus tôt. Il la fixe. Dans ses yeux, la peur, la panique, comme s'il savait ce qu'elle venait de faire. « Tu ne comprends pas, ce moteur, tu ne dois pas le réveiller. »« Pourquoi ?» demande-t-elle glacée. « Parce que ce qu'il propulse n'est pas censé voler. » Au matin, Camille revient officiellement à l'atelier. Cette fois, elle ne se cache plus. Adrien Belmont, les bras croisés, la laisse faire devant tout le monde. Il affiche un calme glacial, presque amusé. « Alors, vous avez l'intention de jouer à la mécanicienne encore longtemps ?» Les ingénieurs ricanent. Quelques-uns hochent la tête d'un air condescendant. Personne ne l'arrête. Mais tout le monde espère qu'elle se plante. Camille ignore leur regard. Ce moteur, elle le connaît maintenant. Et elle sait que quelque chose cloche. En démontant davantage, elle réalise que plusieurs pièces ne figurent dans aucun manuel. Certaines sont taillées à la main, d'autres modifiées sur place. Des conduits secondaires ne mènent nulle part. Un régulateur est volontairement mal calibré. Et pire, une capsule de compression inversée semble conçue pour provoquer une panne cyclique au bout d'un certain temps. C'est un sabordage programmé. Ce moteur a été piégé par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Alors qu'elle tente de retirer une plaque grippée, une main ridée vient l'aider à stabiliser l'outil. « Tu tiens comme ton père, toujours un peu trop près du danger. » Camille Bas se retourne. Un vieil homme. Veste grise, barbe poivre et sel, odeur de tabac froid. Lucien, ancien ouvrier en pré-retraite, invisible aux yeux des cadres. « Tu le connaissais ?» demande-t-elle. « Ton père, c'était un génie, mais il est parti trop tôt et pas par hasard. » « Comment ça ?»« Il a travaillé sur ce moteur, ici pour Belmont, et quand il a compris ce que ça pouvait vraiment faire, il a disparu des registres. Mais pourquoi cacher tout ça ?» Lucien regarde autour de lui, s'assure que personne n'écoute, et murmure « Parce que ce moteur n'a jamais été conçu pour voler. C'est un générateur d'énergie statique à haut rendement, quelque chose de trop puissant pour les circuits civils. » En recoupant les notes de son père et ses observations, Camille comprend. Le rotor central est un collecteur d'énergie atmosphérique, pas une turbine de propulsion. Quand elle alimente les bobines, un champ électromagnétique se forme brièvement autour du moteur, assez intense pour faire clignoter tous les néons du hangar. Les alarmes s'éteignent, les systèmes de sécurité vacillent, puis tout revient à la normale. Personne ne voit ce qui s'est passé. Mais Camille, elle, vient de ressusciter un projet oublié. Une technologie propre, silencieuse, illimitée, enterrée volontairement. Cette nuit-là, en quittant l'atelier, elle remarque quelque chose. Sa caisse à outils a été déplacée. Ses croquis ont disparu. Et sur son casier, une note manuscrite. « Tu vas trop loin. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. » Le hangar a été transformé pour l'événement. Un rideau tendu, des projecteurs, des micros, une estrade. Dans la salle, des investisseurs,
des ingénieurs haut placés, des militaires en civil, et bien sûr les médias. Le logo de Belmont Industries brille en lettres chromées sur les murs. Au centre, le moteur, imposant, repeint, connecté à un pupitre de commande, comme une bête de foire qu'on s'apprête à exhiber ou à abattre. Camille attend en silence, droite, seule sur scène. Pas de discours, pas d'introduction, juste une phrase d'Adrien Belmont, glaciale au micro. Elle pense avoir trouvé la clé. À vous de juger. Les murmures commencent. Les caméras s'allument. Camille pose les mains sur le tableau. Ses doigts tremblent à peine. À l'intérieur, son cœur cogne comme un marteau. Elle entre la séquence qu'elle a recomposée la veille. 14 MR12. Activation différée, compression passive. Puis elle recule. Silence. Aucun bruit de moteur. Pas de vibration. Rien. Un ricanement fuse dans l'assistance. Encore une perte de temps. Mais soudain, un son léger, une fréquence inaudible, comme un souffle dans l'air. Et puis, clac, les lampes suspendues au plafond s'allument, une à une, en cercle, sans aucun câble relié au moteur. Lumière, pure, fluide, venue de nulle part. Les techniciens reculent, confus. Un général serre les mâchoires. Un actionnaire se lève, blême. Camille s'avance. Ce moteur ne propulse rien. Il génère une énergie statique, à rendement constant, sans combustion, sans carburant. Un générateur autonome, le seul jamais conçu en France. Silence. Absolu. Il comprend. Et perd le contrôle pour la première fois. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ce n'est pas dans les rapports techniques. Qui vous a transmis ces informations? Camille se tourne vers lui, posé. Mon père, Marc Morel, l'un de vos anciens collaborateurs. Il a conçu ce moteur pour un projet gouvernemental classé, dans vos propres hangars. Il croyait que cette technologie allait sauver le pays. Vous avez enterré son travail, l'avez fait passer pour instable. Et quand il a tenté de vous alerter, il a été discrètement remercié et menacé. Les murmures deviennent des exclamations. Les journalistes se lèvent. Un conseiller parlementaire enregistre tout, le téléphone tremblant. Ce moteur n'a jamais échoué, poursuit Camille. On l'a condamné à l'échec pour protéger les intérêts du pétrole. Et mon père est mort sans pouvoir le dire. Adrien tente de reprendre la parole. Mais le moteur continue d'alimenter les lampes. Impassible. Inarrêtable. Et à cet instant, Lucien entre dans la salle, lentement. Il s'approche du micro. Tout ce qu'elle dit est vrai. J'étais là. Quand ils ont scellé la chambre magnétique, quand ils ont supprimé les dossiers, quand ils ont effacé son nom. Les caméras filment une vérité qu'on ne pourra plus étouffer. Camille n'a pas simplement réparé un moteur. Elle vient de rallumer une promesse oubliée, celle d'une énergie libre et d'un héritage trop longtemps volé. Et dans les yeux d'Adrien Belmont, il n'y a plus de supériorité. Seulement la peur d'un empire qui s'effondre. Les images de la démonstration font le tour des réseaux. Les chaînes d'infos diffusent en boucle l'instant où les lampes s'allument sans source visible. Un buzz planétaire. La fille du mécanicien a réveillé une technologie enterrée. Dans l'atelier, Camille est submergée de félicitations. Les ingénieurs qui la méprisaient hier se ruent aujourd'hui pour lui serrer la main. On lui propose un poste de directrice de recherche, un laboratoire dédié à l'énergie expérimentale sous le nom Projet Morel. Mais elle secoue la tête. Je ne suis pas venu ici pour prendre un trône. Je suis venu réparer quelque chose qu'on avait détruit. Je veux rouvrir l'ancien atelier, celui des essais, celui où les projets oubliés sont morts en silence, et leur donner une seconde chance. Dans son bureau vitré, Adrien regarde la salle vide. Le moteur, désormais exposé comme une relique, continue de fonctionner, silencieux. Il tient un dossier entre ses mains, le tout premier rapport signé par Marc Morel. Il n'en reste que quelques pages jaunies. Camille entre. Il relève à peine les yeux. « Tu l'as réveillé, il t'a écouté. »« Il ne m'a pas écouté, » répond-elle. Il a simplement attendu que quelqu'un l'écoute à nouveau. Il lève les yeux. Et pour la première fois, quelque chose tremble dans son regard, une faille dans le marbre. Je ne savais pas comment dire pardon. Alors ne le dis pas pour moi, dit-elle en souriant doucement. Faites-le pour lui, pour ceux qui n'ont pas pu parler. Quelques semaines plus tard, un hangar rouvert rempli d'étagères poussiéreuses, de moteurs rouillés,
de plans abandonnés et de prototypes oubliés. Camille y accueille de jeunes inventeurs, des passionnés sans diplôme, des rêveurs comme son père. Et au centre, dans un socle circulaire, le moteur trône comme un cœur redevenu vivant. Le soir, seul dans l'atelier. Les autres sont partis. Le moteur ronronne doucement. Camille pose la main sur le métal chaud, son reflet tremble dans la carlingue polie. Elle murmure. « Papa, tu avais raison, ils t'ont oublié, mais moi, je t'ai entendu, et je t'ai réparé. » Silence. Puis un grésillement, un déclic. Le moteur émet une brève impulsion de lumière bleue, comme un battement de cœur.